Le cycle des robots, chapitre 2. Cycle fermé. L'un des lieux communs favoris de Gregory Powell voulait que l'on n'obtienne rien par la surexcitation. Quand Mike Donovan descendit l'escalier vers lui 4 à 4, ses cheveux roux plaqués par la sueur, l'autre fronça donc les sourcils. « Quoi, tu t'es cassé un ongle ?» demanda-t-il. « Ouais, » rugit fiévreusement Donovan. « Qu'est-ce que tu as trafiqué toute la journée dans les sous-niveaux ?» Il prit une profonde inspiration et bredouilla. « Speedy n'est pas revenu. » Les yeux de Powell s'arrondirent. Il s'arrêta puis recouvra sa présence d'esprit et reprit son ascension. Il n'ouvrit pas la bouche avant le palier supérieur. « Tu l'avais envoyé à la recherche du sélénium ?»« Oui. »« Il est parti depuis combien de temps ?»« 5 heures maintenant. » Silence. La situation était diablement mauvaise. Ils avaient atterri 12 heures plus tôt, et déjà ils étaient dans les pires ennuis jusqu'au cou. Mercure était depuis longtemps le porte-guigne du système. Mais là, c'était pousser le bouchon un peu loin. Même pour un porte-guigne... Reprends depuis le début, dit Powell, et mettons les choses à plat. Ils avaient atteint la salle de radio. L'appareillage, durant les 10 ans d'inutilisation qui avaient précédé leur venue, s'était subitement démodé. Oui, sur le plan technique, 10 ans, ça comptait. Il suffisait de comparer Speedy au modèle de robot dont on disposait en 2005. Mais la robotique réalisait désormais des progrès fantastiques. Powell posa un doigt hésitant sur une surface métallique, ayant conservé son poli. L'atmosphère d'abandon qui imprégnait tous les objets de la pièce, et la station tout entière, avait quelque chose d'infiniment déprimant. Donovan avait dû y être sensible. J'ai tenté de le localiser par radio en vain. Elle ne sert à rien sur le côté de Mercure, exposé au soleil. Pas ces 3 kilomètres, en tout cas. Une des raisons de l'échec de la première expédition. Et il va encore nous falloir des semaines pour terminer l'installation des émetteurs à ondes ultra courtes. Oublie ça. Qu'est-ce que tu as réussi à localiser ? Le signal annonçant la présence d'un corps inorganisé, sur des ondes courtes. Je ne peux en déduire que sa position. Je l'ai suivi à la trace pendant 2 heures, et j'ai porté les relevés sur la carte. Il tira de sa poche un carré de parchemin jauni, relique de la première expédition manquée, et le plaqua sur la table en le lisant sur la paume. Powell, les mains croisées sur la poitrine, contempla la carte de loin. Le crayon de Donovan désigna nerveusement le papier. La croix rouge indique le filon de sélénium. C'est toi qui l'as tracé ? Lequel ? McDougall en a répertorié 3 à notre attention avant de quitter les lieux. J'ai envoyé Speedy au plus proche, bien sûr. Ça a fait une 30aine de kilomètres. Mais qu'importe, ça avait pris une certaine tension. Voici les points qui marquent la position de Speedy. Pour la première fois, la maîtrise de soi qu'affectait Powell se trouva ébranlée, et ses mains bondirent vers la carte. « Tu parles sérieusement ? C'est impossible. »« Constate par toi-même, » grommela Donovan. Les points au crayon marquant la position de Speedy dessinaient un cercle grossier autour de la croix rouge du filon de sélénium. Powell effleura sa moustache brune, un signe infaillible d'anxiété. « Au cours des 3 heures durant lesquelles j'ai suivi sa progression, » ajouta Donovan, « il a fait 4 fois le tour de ce maudit filon. J'ai la nette impression qu'il va poursuivre ce manège indéfiniment. Tu comprends le problème ?» Powell leva les yeux sans répondre. Il comprenait trop bien. Le raisonnement avait la rigueur d'un syllogisme. Les blancs de cellules photoélectriques qui seuls s'interposaient entre eux et la pleine puissance du soleil, monstrueux de Mercure, étaient bousillés. Tout ce qui sauverait les 2 hommes, c'était ce sélénium. Seul Speedy pouvait le leur rapporter. Pas de sélénium, pas de banc de photocellules, pas de banc. La mort, par cuisson lente, était l'une des façons les plus déplaisantes de passer de vie à trépas. L'autre frictionna furieusement sa tignasse rousse et reprit, amer. « On va devenir la risée du système, Greg. » Comment la situation a-t-elle viré si vite au désastre ? On envoie la fameuse équipe
Powell Donovan évaluait l'opportunité de rouvrir l'exploitation de la mine sur la face de Mercure éclairée par le soleil au moyen de techniques modernes et de robots. Opération de pure routine d'ailleurs. Et dès le premier jour, on gâche tout. Notre réputation ne s'en relèvera jamais. Elle n'aura pas le loisir, je suppose, répondit tranquillement Powell. Faute de mesures immédiates, on n'aura plus à se préoccuper de relever notre réputation, ni de se relever tout court. Ne fais pas l'imbécile. T'as envie de plaisanter ? Moi pas. C'était criminel de nous expédier ici avec un seul robot. Et qui a eu l'idée brillante de nous charger nous-mêmes de la constitution des bancs de photocellules ? Toi ! Là, tu déformes la vérité. On a pris la décision d'un commun accord. Tu le sais bien. Il nous suffisait d'1 kilogramme de sélénium, d'une diélectrode de Steelhead et d'un délai de 3 heures. Et il y a des filons de sélénium pur sur toute la surface exposée au soleil. Le spectroréflecteur de McDougall nous en a localisé 3 en 5 minutes, pas vrai ? Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Tu as ton idée ou tu ne serais pas aussi calme ? Tu n'as pas plus l'étoffe d'un héros que moi. Vas-y, parle. On ne risque pas de poursuivre Speedy nous-mêmes, sur la face ensoleillée. Même les nouvelles tenues isolantes ne protègent pas plus de 20 minutes, à l'exposition directe aux rayons solaires. Mais tu connais le dicton, Mike. Rien de tel qu'un robot pour attraper un autre robot. Écoute, tout n'est pas perdu. On dispose encore de 6 robots dans les sous-niveaux, qu'on pourrait utiliser tant qu'ils sont en état. Une lueur d'espoir jaillit dans les prunelles de Donovan. 6 robots abandonnés par la première expédition ? Tu en es sûr ? Il ne s'agirait pas d'engins pararobotiques ? Disons, c'est long dans notre domaine. Non, ce sont de vrais robots. J'ai passé toute la journée auprès d'eux, je sais ce que je dis. Ils possèdent un cerveau positronique. Primitif, bien sûr. Il glissa la carte dans sa poche. Descendons. Les robots se trouvaient tous les 6 au dernier sous-niveau, entourés de caisses moisies au contenu incertain. Ils étaient gigantesques. Même assis par terre, les jambes étendues devant eux, ils culminaient à plus de 2 mètres de hauteur. Donovan laissa échapper un sifflement. « Vise-moi ces colosses. 3 mètres de tour de poitrine, au bas mot. »« C'est qu'ils sont dotés de vieux mécanismes, McGuffey. J'ai examiné l'intérieur. Jamais rien vu d'aussi rudimentaire. Tu les as démarrés ? Non. J'en avais aucune raison de les essayer. Ils doivent fonctionner. Même le diaphragme semble à peu près correct. Il parlerait que ça ne m'étonnerait pas du tout. » Ce disant, il avait démonté la plaque thoracique du robot le plus proche, inséré dans la cavité la petite sphère de 2 cm contenant la minuscule étincelle d'énergie atomique donnant la vie au robot. Il eut quelque peine à la mettre en place, y parvint pourtant. Puis remonta non sans mal la plaque thoracique. Les radiocommandes des modèles plus récents étaient inconnues 10 ans plus tôt. Puis il procéda de même pour les 5 autres. « Ils n'ont pas bougé, » nota Donovan avec inquiétude. « Ils n'en ont pas reçu l'ordre, » répondit brièvement Powell. Il revint au premier de la rangée et lui donna un coup sur la poitrine. « Toi, tu m'entends ?» La tête du monstre s'inclina peu à peu et ses yeux se fixèrent sur l'homme. Puis d'une voix rugueuse, pareille à celle d'un antique phonographe, il grinça. « Oui, maître. » Powell s'adressa à son compagnon, un sourire sans joie. « Tu as entendu ? À l'époque, on pensait que l'usage de robots serait interdit sur la Terre. Pour combattre cette tendance, les constructeurs introduisirent dans leurs fichues machines de bons complexes d'esclaves parfaitement stylés. « Ça n'a guère servi, » murmura l'autre. « Sans doute, mais ils ont fait de leur mieux. » Il se tourna de nouveau vers le robot. « Debout !» Le robot se dressa peu à peu. La tête de Donovan se relevant pour suivre le mouvement de ses lèvres, s'échappa un nouveau sifflement. « Tu peux remonter à la surface, dans la lumière ?» Quelques secondes s'écoulèrent, durant lesquelles le long cerveau se mettait en branle pour répondre à la sollicitation. « Oui, maître, dit-il enfin. Bien.
Tu sais ce que représente 1 kilomètre ? Nouvelle réflexion, nouvelle réponse, toujours aussi lente. Oui, maître. On va te conduire à la surface et t'indiquer une direction. Tu parcourras environ 30 kilomètres et tu trouveras quelque part dans cette région un autre robot, plus petit que toi. Tu as compris jusqu'ici ? Oui, maître. Tu le trouves et tu lui donnes l'ordre de rentrer. S'il refuse, tu le ramènes de force. Donovan saisit sa manche. Pourquoi ne pas lui demander de rapporter le sélénium ? Parce que je tiens à récupérer l'autre robot, tête de linotte. Je veux savoir ce qui cloche dans son mécanisme. Et, se tournant vers le robot, « Eh bien, avance !» Le robot demeura immobile et sa voix grinça. « Pardonnez-moi, maître, je ne peux pas. Vous devez monter d'abord. » Ses bras s'étaient joints en un claquement de doigts massifs entrelacés. Powell le regarda fixement et pinça sa moustache. « Hein ? Oh !» Donovan écarquilla les yeux. « On doit l'enfourcher ? Comme un cheval ? » Tu as raison, je crois. Je ne vois pas très bien pourquoi. Ah, j'y suis. Je t'ai dit qu'à l'époque, les constructeurs privilégiaient la sécurité. De toute évidence, ils la mettaient en pratique en ne permettant pas aux machines de se déplacer sans la présence d'un cornac sur leurs épaules. Que va-t-on faire à présent ? Je me le demandais justement, murmura l'autre. Impossible de sortir à la surface avec ou sans robot. Mon sang de bois. Il claqua des doigts à 2 reprises. Passe-moi ta carte. Je ne l'ai pas étudiée pendant 2 heures pour rien. On se trouve dans une mine. Qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser les galeries ? La mine figurait sous la forme d'un cercle noir. Les pointillés des galeries évoquaient une toile d'araignée. Donovan se reporta à la liste des symboles au bas du document. Regarde, les points noirs représentent les puits de surface. J'en vois un qui émerge à 4 ou 5 kilomètres du filon de sélénium. J'aperçois un nombre. Ils auraient pu écrire plus gros. 13A. Si les robots connaissaient le chemin de ce réseau, Powell posa la question et reçut en réponse le monocorde. Oui, maître. Prends ta tenue isolante, dit Donovan avec satisfaction. C'était la première fois qu'il la portait, l'un comme l'autre. Arrivés de la veille, ils ne s'attendaient pas à la revêtir aussi vite. Ils vérifièrent avec un certain malaise leur liberté de mouvement. La tenue isolante était beaucoup plus encombrante et inesthétique que la tenue spatiale normale, mais infiniment plus légère, puisqu'il n'entrait aucun élément métallique dans la composition. Constituée de liège chimiquement traité et de plastique à fort coefficient de résistance thermique, équipée d'un appareillage destiné à maintenir la sécheresse de l'air, elle supportait durant 20 minutes l'exposition à pleine ardeur du soleil de Mercure. On pouvait prolonger ce délai de 5 à 10 minutes sans entraîner la mort de l'occupant. Les mains du robot formaient toujours un étrier improvisé, et il ne manifesta pas la moindre surprise de voir Powell transformé en cette silhouette grotesque. La voix de ce dernier, durcie par l'amplification radiophonique, retentit. « Prêt à nous conduire au puits 13A ?»« Oui, maître. »« Bien, songea Powell. Même si le contrôle par radio leur faisait défaut, l'émission et la réception fonctionnaient. « Choisis l'un des autres pour monture, » dit-il à Donovan. Il plaça un pied dans l'étrier de fortune, se jucha d'un élan et trouva le siège confortable. Le dos bossu du robot comportait une gouttière ménagée dans chacune des épaules pour loger les cuisses et 2 oreilles allongées dont la destination apparaissait désormais évidente. Powell les saisit et fit pivoter la tête massive. Sa monture obéit pesamment. « En route, mauvaise troupe !» dit-il, mais il ne se sentait nullement le cœur léger. Les gigantesques robots, qui allaient avec une précision toute mécanique, franchirent la porte avec à peine 30 cm de marge, si bien que leurs cavaliers durent baisser la tête en toute hâte. Longèrent un corridor où leurs pas tranquilles se répercutaient avec une implacable monotonie, et pénétrèrent dans le sas.
Le long tunnel, dépourvu d'atmosphère, qui s'étirait devant eux et s'achevait en pointe d'aiguille dans le lointain, amena Powell à prendre la pleine mesure de l'œuvre accomplie par la première expédition, au moyen de robots rudimentaires, en partant de rien. Certes, elle avait échoué, mais son échec était beaucoup moins méritoire que les succès habituels au sein du système solaire. Les engins poursuivirent leur route sur un rythme invariable, sans jamais allonger le pas. Note que ces galeries ruissellent de lumière et qu'il y règne une température terrestre. Il doit en aller ainsi depuis l'abandon de la mine il y a 10 ans, dit Powell. Comment ça se fait ? Demanda Donovan. De l'énergie à bas prix, la moins chère du système. L'énergie solaire et, sur la face exposée de Mercure, ça signifie quelque chose, je t'assure. C'est pour ça qu'on a installé la mine au soleil et non à l'ombre d'une montagne. Il s'agit en réalité d'un convertisseur d'énergie géant. La chaleur est transformée en électricité, en lumière, en travail mécanique et le reste. Il en résulte que, par un unique processus, on récupère l'énergie et on refroidit la mine. Bon, tout ce discours est des plus éducatifs, d'accord, mais si tu changeais de sujet. Il se trouve que la transformation d'énergie dont tu parles provient en grande partie des bandes cellules photoélectriques. Un point fort sensible chez moi pour l'instant. Powell poussa un vague grognement. Quand Donovan rompit le silence qui avait suivi, ce fut pour aborder un sujet de conversation entièrement différent. Greg, qu'est-ce qui cloche chez Speedy à la fin ? Je piche que dalle. Difficile de hausser les épaules lorsqu'on est égoncé dans une tenue isolante. Powell essaya néanmoins. Je l'ignore, Mike. L'environnement mercurien devrait lui convenir à la perfection. Blindage isolant, adaptation à la pesanteur amoindrie, au sol accidenté, il est indéréglable. Censément, du moins. Le silence retomba, mais cette fois, il perdura. « Maître, dit le robot, nous sommes arrivés. »« Hein ?» Powell émergea brusquement d'une demi-somnolence. « Alors sors-nous d'ici, monte à la surface. » Ils aboutirent à une minuscule sous-station, vide, sans air, en ruine. À la lumière de sa lampe de poche, Donovan examina un trou dentelé vers le sommet des murs. « Chute de météorite, suggéra-t-il. Powell secoua la tête. « On s'en fiche. Sortons. » Une haute falaise de roches noires et basaltiques les abritant du soleil. La nuit profonde d'un monde sans atmosphère les engloba. Devant eux, l'ombre s'étendait pour aboutir à une crête dentelée, aiguë comme un rasoir, qui se découpait sur un jaillissement de lumière, presque insoutenable, réverbéré par des myriades de cristaux sur un sol rocheux. « Par l'espace !» s'écria Donovan, d'une voix étranglée. « On dirait de la neige. » En effet, les yeux de Powell balayèrent le panorama hérissé jusqu'à l'horizon, et ses paupières se contractèrent pour résister à l'éblouissement. Ce secteur doit être tout à fait exceptionnel. L'albédo général de Mercure est basse et le sol se compose pour l'essentiel de pierres ponces grises, un peu comme sur la Lune. C'est beau, hein ? Il se félicitait de porter des filtres sur sa visière. Magnifique ou non, regarder le soleil à travers du verre ordinaire les aurait rendus aveugles en moins d'1 minute. Donovan consultait son thermomètre à ressort sur son poignet. Miséricorde ! La température atteint 80 degrés centigrades. Powell vérifia le sien. Plutôt élevé. L'atmosphère, je parie. Sur ce caillou ? Tu as perdu la boule ? Mercure n'est pas totalement dépourvu d'air, expliqua Powell, d'une voix pensive. Il ajustait à sa visière une sorte de jumelle, et les doigts boudinés de sa tenue isolante ne facilitaient pas l'opération. Une faible exhalation s'attache à la surface, des vapeurs issues des éléments les plus volatiles, et des composés assez lourds pour que la gravité de la planète les retienne, comme le sélénium, l'iode, le mercure, le gallium, le potassium, le bismuth, les oxydes volatiles. Les vapeurs se faufilent dans les ombres et produisent de la chaleur en se condensant. Une sorte de gigantesque alambic, en somme.
D'ailleurs, si tu allumes ta lampe de poche, tu découvriras probablement des condensations de soufre, voire de la rosée de mercure. Peu importe, nos tenues supporteront indéfiniment 80 malheureux degrés. Powell avait ajusté sa visière, l'appareil en forme de jumelle, et ressemblait ainsi à un escargot. Son compagnon l'observait avec attention. « Tu vois quelque chose ?» L'autre attendit un moment pour répondre, sur un ton songeur et anxieux. Un point noir à l'horizon qui pourrait bien être le filon de sélénium. Il se situe à l'endroit indiqué. Pas de Speedy. Il se jucha en équilibre, instable sur les épaules de son robot, les jambes écartées, les yeux écarquillés. Je crois... Oui, c'est lui. Il vient par ici. Donovan suivit la direction indiquée par son doigt. S'il ne possédait pas de jumelles, il distinguait néanmoins un point minuscule, se détachant en noir sur le fond, éblouissant du sol cristallin. « Je l'ai !» cria-t-il. « On y va !» Powell avait repris une position normale sur son perchoir et, de sa main capitonnée, il frappa la poitrine gargantuesque. « En avant, marche !»« Cocotte !» brailla Donovan, en plantant des éperons imaginaires sur les flancs de sa monture mécanique. Les robots reprirent leur marche, de leurs pas réguliers et silencieux. Car le plastique des tenues isolantes ne laissait pas filtrer les sons dans l'atmosphère extrêmement raréfiée. Il n'en subsistait qu'une vibration rythmique qui demeurait en deçà du seuil auditif. « Plus vite !» cria Donovan. Le rythme demeura identique. « Inutile de t'étaugosiller !» répondit Powell. « Ces tas de ferraille ne possèdent qu'une seule vitesse. Tu t'imagines peut-être qu'ils sont équipés de flexeurs sélectifs ? » Ils avaient quitté l'ombre et les rayons du soleil s'abattirent sur eux en un bain brûlant qui les enveloppa tel un liquide. Donovan se baissa d'instinct. « Aïe ! Je l'imagine où je sens vraiment la chaleur. »« Ça ne fait que commencer, » dit l'autre, bourru. « Ne perds pas Speedy de vue. » Le robot SPD-13 s'était assez rapproché pour qu'on le distingue. Des éclairs jaillissaient de sous ses pas aisés et rapides sous le sol caouteux. Son nom de Speedy dérivait des initiales caractérisant sa série, bien sûr, mais il honorait son surnom. Les modèles SPD, au corps gracieux et aérodynamique, comptaient parmi les engins les plus rapides sortis des chaînes de montage de l'United States Robots et Hommes Mécaniques. « Hé, Speedy !» beugla Donovan, en agitant frénétiquement la main. « Speedy !» hurla Powell. « Viens !» La distance entre eux et le robot errant diminuait momentanément, du fait de Speedy plutôt que de la démarche pesante des antiques montures vieilles de 50 ans que chevauchaient les deux hommes. Ces derniers se trouvaient assez près pour remarquer qu'il oscillait. Tanguait même. Powell levait à nouveau la main et poussait son émetteur de casque au maximum pour l'appeler de plus belle quand Speedy redressa la tête et les aperçut. Il s'immobilisa aussitôt et resta planté sur ses jambes, avec un léger vacillement, tel un arbre sous une brise légère. « Alors, Speedy, viens mon vieux !» hurla Powell. C'est alors que, pour la première fois, la voix métallique de Speedy retentit dans ses écouteurs. « Jouons ! Nom d'un chien. Je t'attrape et tu m'attrapes. Nul couteau ne pourra couper en deux notre amitié, car je suis le petit chaperon rouge, le gentil petit chaperon rouge. Youpi !» Tournant les talons, il s'élança dans la direction d'où il était venu, avec une vitesse et une fureur qui soulevaient de petits geysers de poussière brûlante. Alors qu'il s'enfonçait dans le lointain, ces derniers mots lui parvinrent. « Il était une fois une petite fleur qui poussait auprès d'un grand chêne. » Phrase suivie d'un curieux cliquetis métallique qui aurait pu constituer l'équivalent d'un hockey chez les robots. « Où a-t-il pêché ce texte de Gilbert et Sullivan ?» dit Donovan, d'une voix enrouée. « Dis donc, Greg, j'ai comme l'impression qu'il est ivre. »« Si tu ne l'avais pas dit, je m'en serais jamais aperçu, » répondit l'autre aigrement. « Retournons à l'ombre de la falaise, je me sens retire. » Ce fut Powell qui rompit le silence atterré. « Bon, Speedy n'est pas ivre au sens humain du terme,
parce que c'est un robot et que les robots ne se saoulent pas. Néanmoins, son étrange comportement constitue l'équivalent robotique de l'ivresse. Pour moi, il est ivre, déclara Donovan avec emphase. Il croit qu'on veut jouer, c'est tout ce que je sais. Mais ce n'est pas le cas, hélas. Il s'agit pour nous d'une question de vie ou de mort, la plus hideuse des morts. C'est bon, ne me presse pas. Un robot n'est qu'un robot. Dès qu'on aura découvert la cause du dérangement, on le réparera et on pourra continuer. Une fois qu'on l'aura découverte, souligna l'autre avec aigreur. Speedy est bien adapté à Mercure, dit Powell. Mais cette région, son bras balaya l'horizon, est tout à fait anormal. On doit se baser là-dessus. Et d'où viennent ces cristaux ? Ils auraient pu se former à partir d'un liquide de refroidissement lent, mais où aller chercher un liquide qui serait chaud au point de se refroidir sous les rayons solaires de Mercure ? Une action volcanique ? Suggéra Donovan aussitôt. Powell sentit ses muscles se crisper. La vérité sort de la bouche des enfants, dit-il, d'une étrange petite voix. Il garda le silence durant 5 minutes et reprit enfin. Écoute, Mike, qu'est-ce que tu as dit à Speedy lorsque tu l'as envoyé chercher du sélénium ? Donovan se trouva pris de court. Fichtre, je n'en sais rien. Juste d'aller en chercher. D'accord, mais en quels termes ? Tâche de te rappeler les mots exacts. Je lui ai dit, Speedy, on a besoin d'un peu de sélénium. Tu pourras en trouver à tel et tel endroit. Va et rapporte-en. C'est tout. Que voulais-tu que je lui dise de plus ? Tu n'as donné aucun caractère d'urgence à ton ordre, n'est-ce pas ? Pourquoi l'aurais-je fait ? Il s'agit d'une simple opération de routine. Powell soupira. On n'y peut plus rien à présent. Mais nous voilà dans de beaux draps. Il avait mis pied à terre et s'était assis à dos de la falaise. Donovan vint le rejoindre et passa son bras sous le sien. Dans le lointain, le soleil brûlant semblait jouer au chat et à la souris avec eux. À 2 pas, les 2 robots géants étaient invisibles, à l'exception du rouge sombre de leurs yeux photoélectriques, qui les toisaient sans ciller de leurs prunelles indifférentes. Indifférentes, tout comme Mercure, aussi pourvu en guigne que dépourvu de taille. La voix de Powell avait pris une intonation tendue dans les écouteurs de Donovan. Bon, revoyons les 3 règles fondamentales de la robotique. Les 3 lois inculquées au plus profond du cerveau positronique des robots. Ses doigts gantés énumérèrent chacune des points dans l'obscurité. Premièrement, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet autre être humain exposé au danger. Exact. Deuxièmement, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Exact. Et troisièmement, un robot doit protéger son existence, dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Exact. Ce qui nous amène où ? Pile à l'explication. Tout conflit entre les diverses lois est réglé par les différents potentiels positroniques du cerveau. Imaginons qu'un robot se dirige tout droit vers un danger et qu'il le sache. Le potentiel automatique suscité par la règle numéro 3 le contraint à revenir sur ses pas. Supposons que tu lui donnes l'ordre d'aller s'exposer à ce danger. Dans ce cas, la règle numéro 2 suscite un contre potentiel plus élevé que le précédent, et le robot exécute les ordres au péril de son existence. Rien de neuf. Et après ? Prenons le cas de Speedy. Speedy est l'un des tout derniers modèles extrêmement spécialisés, et aussi coûteux qu'un croiseur de guerre. Un engin qu'on ne doit pas détruire à la légère. Alors, on a renforcé la 3e loi. Ça figure spécifiquement dans les notices des modèles SPD, de telle sorte qu'il possède une allergie au danger inhabituel. Mais quand tu l'as envoyé chercher du sélénium, tu as donné cet ordre sur un ton normal, sans le souligner d'aucune façon, si bien que le potentiel de la 2e loi était plutôt faible. Du calme, je ne fais qu'exposer des faits. Continue, je commence à comprendre. Tu vois le topo, hein ? Il y a un danger quelconque
dont le centre se situe dans le filon de sélénium. Il s'accroît à mesure que le robot s'approche et à une certaine distance, le potentiel de la troisième loi, inhabituellement élevé au départ, compense le potentiel de la deuxième loi, inhabituellement bas au départ. Donovan se dressa, excité. Il atteint l'équilibre. Je vois. La troisième loi le repousse, la deuxième l'attire. Et il tourne autour du filon de sélénium en suivant les points d'équilibre potentiels, à moins qu'on y mette bon ordre. Et il continuera sa rampe perpétuelle. Powell reprit d'un air songeur. D'où son ivresse. Lorsque l'équilibre potentiel est réalisé, la moitié des cerveaux positroniques de son cerveau se retrouvent court-circuités. Je ne suis pas un spécialiste en robots, mais la conclusion me semble évidente. Il a sans doute perdu le contrôle de ce mécanisme, de la volonté de l'alcool que l'alcool annihile chez l'ivrogne. Un joli sac de nœuds. Mais c'est quoi ce danger? Si au moins on savait ce que Speedy fuit. C'est toi qui l'as suggéré. Un phénomène volcanique. Juste au-dessus du filon de sélénium, les gaz s'élèvent, issus des entrailles de mercure. Dioxyde de soufre, dioxyde de carbone et monoxyde de carbone. En grande quantité et à cette température. Donovan déglutit avec bruit. Le monoxyde de carbone et le fer donnent du carbonyle de fer volatile. Or, un robot, dit Powell, se compose essentiellement de fer. Il continua, le visage sombre. Rien de tel que la déduction. On a déterminé tous les éléments du problème. Il ne nous manque plus que la solution. Impossible d'aller chercher le sélénium nous-mêmes. Il est trop loin. Impossible d'envoyer ces chevaux robots. Ils ne peuvent ni s'y rendre seuls, ni nous transporter là-bas assez vite pour nous éviter de retirer. Et impossible de rattraper Speedy. Cet imbécile s'imagine qu'on veut jouer, et il parcourt 100 km à l'heure quand on n'en couvre que 7. Si l'un d'entre nous se dévoue et qu'il rentre cuit à point, il restera toujours le second. Oui, répondit l'autre, sarcastique. Ce serait un noble sacrifice. Hélas, le héros se retrouverait incapable de donner des instructions avant d'atteindre le filon, et je doute que les robots regagnent la falaise sans ordre. Représentons-nous les faits concrètement. On est à 3 ou 4 km du filon, disons 3. Le robot parcourt 6 km à l'heure et on tient 20 minutes dans une combinaison isolante. Par ici, les radiations solaires dans la gamme de l'ultraviolet et au-dessous sont aussi mortelles que la chaleur. Dit Donovan. Il nous manque 10 minutes. Une éternité. Si le potentiel de la troisième loi a arrêté Speedy à cet endroit, il doit y avoir une quantité appréciable de dioxyde de carbone dans cette atmosphère de vapeur métallique. Et donc, une action corrosive appréciable. Voici des heures qu'il s'y trouve exposé. Imaginons qu'une rotule, par exemple, cède et le fasse s'écrouler. Il ne s'agit plus seulement de réfléchir, mais de réfléchir vite. Silence profond, noir, sinistre. Donovan l'interrompit, la voix frémissant de l'effort qu'il faisait pour en chasser toute émotion. Puisqu'on ne peut pas augmenter le potentiel de la deuxième loi en lançant de nouveaux ordres, pourquoi ne pas prendre le problème à rebours? Si on accroît le danger, on accroît le potentiel de la troisième loi et on ramène Speedy en arrière. La visière de Powell s'est tournée vers lui en une interrogation silencieuse. Pour le chasser hors du sillon, poursuivit l'autre, il nous suffirait d'augmenter la proportion d'oxyde de carbone dans les environs. Il y a un laboratoire analytique complet à la station. Bien sûr, dans une exploitation minière. Donc, il doit aussi y avoir des kilos d'acide oxalique pour obtenir des précipitations de calcium. Par l'espace, Mike, tu es un véritable génie. Si tu veux, admis un Donovan modeste. Il s'agit juste de se rappeler que l'acide oxalique, soumis à la chaleur, se décompose pour donner de l'acide carbonique, de l'eau et ce bon vieux monoxyde de carbone. De la chimie de base au lycée. Powell sauta sur ses pieds et attira l'attention des deux robots géants en lui tapant du poing sur la cuisse. « Hé !» cria-t-il. « Tu sais lancer ?»« Maître !»« Tant pis.
Powell, maudissant le cerveau indolent du monstre, saisit une pierre dentelée de la taille d'une brique. Prends ça et lance-le sur la tache de cristaux bleuâtres, juste de l'autre côté de cette fissure coudée. Tu la vois ? Donovan le tira par l'épaule. C'est trop loin, Greg. Ça fait près de 800 mètres. Allons. Il s'agit d'une gravité mercurienne et d'un bras en acier. Regarde un peu. Les yeux du robot mesuraient la distance avec une précision stéréoscopique de machine. Son bras s'ajusta au poids du projectile, puis il le ramena en arrière. Ses mouvements demeuraient invisibles dans l'obscurité, mais un choc sourd se répercuta sur le sol, lorsqu'il passa son poids d'une jambe à l'autre et, quelques secondes plus tard, la pierre vola, toute noire dans le soleil. Il n'y avait pas d'air pour ralentir sa course, pas de vent pour la dévier, et, lorsqu'elle heurta le sol, ce fut au centre exact de la tache bleuâtre. Powell hurla de joie et cria « Retournons à la station, prendre de l'acide oxalique, Mike !» Tandis qu'il plongeait dans la sous-station, en ruine pour s'engager dans les galeries, Donovan dit d'un air résolu « Speedy reste de ce côté du filon de sélénium depuis qu'on lui a donné la chasse. Tu as remarqué ? Oui, il doit vouloir jouer. Eh bien, on va lui en donner pour son argent. » Des heures plus tard, il revenait, portant des jarres de 3 litres, contenant le produit chimique blanc et arborant la même expression désespérée. Les bancs de cellules photoélectriques se détérioraient encore plus vite qu'ils ne l'avaient pensé. Les 2 compagnons dirigèrent leur monture dans le soleil en direction de Speedy, sans un mot, avec une expression résolue. L'autre robot s'approcha d'eux au petit galop. « Tiens, vous revoici. Youpi, j'ai rédigé ma liste. L'organiste. Tous les gens qui mangent de la menthe et vous soufflent à la figure. On va te souffler un truc à la figure, lui promit Donovan. Il boite, Greg. Je l'avais noté, répondit l'autre d'un ton inquiet. L'oxyde de carbone aura raison de lui si on ne se presse pas. Ils approchaient avec précaution, presque obliquement pour éviter de donner l'alerte au robot déréglé. Powell était encore trop loin pour s'en assurer, mais il aurait juré que ce fou de Speedy se préparait déjà à détaler comme un lièvre. « C'est le moment, souffla-t-il. 1, 2... » 2 bras en acier partirent en arrière, puis se projetèrent en avant ensemble, et les 2 jarres de verre décrivirent des trajectoires parallèles, brillant comme des diamants sous cet impossible soleil. Elles s'écrasèrent sur le sol, derrière Speedy, en une explosion silencieuse qui projeta de l'acide oxalique en tous sens, comme de la poussière. Un acide qui pétillait comme de l'eau de seltz dans la pleine chaleur du soleil de Mercure. Speedy se retourna pour regarder, puis recula lentement, et prit de la vitesse, peu à peu. 15 secondes plus tard, il filait à grands bonds, vacillant vers les 2 hommes. Powell ne saisit pas les paroles de Speedy à ce moment précis, mais il entendit quelque chose qui évoquait les déclarations d'amour lorsqu'elles sont exprimées en hessien. Il tourna bride. « Regagnons la falaise, Mike. » Il est sorti de son ornière et il obéira aux ordres. Moi, je commence à avoir chaud. Ils retournèrent vers l'ombre, au pas lent et monotone de leur monture. Et ce n'est qu'une fois dans les ténèbres, dont la fraîcheur les enveloppait doucement, que Donovan jeta un coup d'œil en arrière. « Greg !» L'autre garda son tour et réprima un cri. Speedy allait lentement, très lentement, dans la mauvaise direction. Il dérivait vers son ornière et il prenait de la vitesse. Il semblait terriblement proche et terriblement inaccessible dans les jumelles. « Poursuivons-le » hurla à tue-tête Donovan, en jetant son propre robot sur ses traces. Powell le rappela. « Tu ne le rattraperas jamais, Mike. C'est inutile. » Il se tortilla sur les épaules de sa monture et serra les poings d'impuissance. « Pourquoi, diable, faut-il que je comprenne tout trop tard ? On a gaspillé des heures en pure perte. »« Il nous faut davantage d'acide oxalique, » répondit fermement son compagnon. La concentration était insuffisante. 7 tonnes du même produit n'auraient pas suffi.
On n'aura pas le temps d'en réunir une telle quantité, à supposer qu'on en dispose, alors que le monoxyde de carbone le ronge. Tu ne vois pas ce qu'on a fait, Mike ? Non, dit Donovan, platement. On n'a réussi qu'à établir de nouveaux équilibres. Lorsqu'on a produit un surcroît de monoxyde et renforcé le potentiel de la troisième loi, Speedy a reculé jusqu'à trouver un nouvel équilibre, puis, lorsque le gaz s'est dissipé, il est reparti vers le centre afin de se placer une fois de plus au point d'équilibre. La voix de Powell prenait une intonation désespérée. Toujours le même cercle vicieux. On gonfle le potentiel 2, on diminue le potentiel 3, et on n'obtient aucun résultat. On ne fait que changer la position d'équilibre. Il faut agir en dehors des deux lois. Il poussa son robot plus près de celui de Donovan, de façon à se placer en face de lui. Les deux ombres dans l'obscurité. « Mike, souffla-t-il. C'est la fin ? Demanda l'autre d'une voix morne. Je propose qu'on rentre à la station pour attendre la destruction complète des bancs. Ensuite, on se serrera la main, on prendra du cyanure et on quittera le monde en gentleman. Il laissa échapper un rire bref. Mike, répéta sérieusement Powell, on doit rattraper Speedy. Je sais. Mike, une fois de plus, Powell hésitait à poursuivre. Il y a toujours la première loi. J'y ai déjà pensé avant, mais c'est une solution désespérée. Donovan leva la tête et sa voix se raffermit. La situation l'est aussi. Très bien. Selon la première loi, un robot ne saurait voir un humain exposé au danger du fait de sa propre inaction. Les deuxième et troisième lois ne peuvent pas s'y opposer. C'est tout à fait impossible. Mike. Même si le robot est à moitié d'un, il est ivre, tu le sais aussi bien que moi. C'est un risque à courir. D'accord, qu'est-ce que tu comptes faire ? Aller là-bas de ce pas et voir ce que donnera la première loi. Si ça ne suffit pas à rompre l'équilibre, que diable. On n'a que pour 3 ou 4 jours de toute façon. Minute, Greg. Il existe également des règles qui déterminent la conduite humaine. On ne part pas comme ça. Tirons au sort, que j'ai ma chance. Très bien. Le premier qui donne le cube de 14 tente l'aventure. Et il ajouta presque aussitôt. 2744. Donovan sentit sa voiture vaciller sous la poussée soudaine du robot de Powell, puis celui-ci surgit en plein soleil. Il ouvrit la bouche pour crier, mais se ravisa. Bien entendu, cet idiot avait calculé le résultat d'avance. C'était bien dans sa manière. Le soleil était plus chaud que jamais. Powell sentait une démangeaison infernale au bas du dos. Un effet de son imagination, probablement. À moins que les radiations dures ne commencent à l'affecter, même à travers la tenue isolante. Speedy l'observait, sans même le saluer par une citation de Gilbert et Sullivan. Dieu merci, mais il n'osait pas l'approcher de trop près. Il se trouvait à 300 mètres lorsque Speedy entreprit de reculer pas à pas, avec précaution, et Powell s'arrêta. Bondissant du haut de son robot, il atterrit sur le sol cristallin avec un léger choc et des débris voltigèrent autour de lui. Il poursuivit sa route en marchant sur le sol graveleux et glissant. La pesanteur réduite lui causait des difficultés. Il sentait la chaleur lui chatouiller la plante des pieds. Jetant un regard par-dessus son épaule vers l'ombre de la falaise, il constata qu'il s'était trop avancé pour revenir par ses propres moyens. Soit sur les épaules de son antique robot. C'était Speedy ou rien. Et la conscience de ce dilemme inéluctable lui serrait la poitrine. « Tu es assez près. » Il s'immobilisa. « Speedy !» appela-t-il. « Speedy !» Le robot hésita, cessa sa marche, puis la reprit. Powell tenta d'introduire un accent de supplication dans sa voix et découvrit qu'il y parvenait sans grand effort. « Speedy, il faut que je retourne à l'ombre ou le soleil me tuera. C'est une question de vie ou de mort, Speedy. J'ai besoin de toi. » Le robot avança d'un pas, s'arrêta, il se mit à parler, et Powell gémit. L'autre avait pris l'intonation d'un présentateur de publicité. Lorsque vous êtes étendu dans votre lit, avec une horrible migraine, et que le repos vous fuit. La phrase demeura en suspens, et Powell trouva, sans raison particulière,
le temps de murmurer « Lolante !» Quelle chaleur de four! Il surprit un mouvement du coin de l'œil, se retourna et tout d'un coup écarquilla les yeux. Car le monstrueux robot qu'il avait amené avançait vers lui, et ce, sans cavalier. « Pardon, maître, je ne dois pas me mouvoir sans être monté par un maître, mais vous êtes en danger. » Naturellement, la première loi passe par-dessus tout, mais Powell n'avait pas besoin de l'aide de cette antiquité. Il voulait Speedy. Il s'éloigna en agitant les bras frénétiquement. « Je te donne l'ordre de t'en aller et je te donne l'ordre de t'arrêter. » Inutile. On ne pouvait dominer le potentiel de la première loi. « Vous êtes en danger, maître, » répéta le robot stupidement. Powell, au désespoir, regarda alentour. Il n'y voyait plus clair. Son cerveau n'était qu'un tourbillon embrasé. Son haleine le brûlait lorsqu'il respirait, et le sol tout autour de lui était un brouillard de feu palpitant. À bout de ressources, il cria une dernière fois. « Speedy, je suis en train de mourir, saligo. Où es-tu, Speedy? J'ai besoin de toi. » Il reculait, trébuchant dans un effort aveugle pour fuir le robot géant, lorsqu'il sentit ses doigts d'acier sur ses bras et une voix inquiète au timbre métallique qui s'excusait. « Tonnerre de sort, patron, que faites-vous ici? Et moi, j'ai les idées si confuses. »« Peu importe, murmura Powell faiblement. Ramène-moi à l'ombre de la falaise, et vite. » Il se sentit soulevé dans les airs, entraîné à toute allure, dans une chaleur ardente, puis il perdit connaissance. Lorsqu'il s'éveilla, Donovan se penchait sur lui avec un sourire anxieux. « Comment ça va, Greg ?»« Très bien, » répondit-il. « Où est Speedy ?»« Ici. Je l'ai envoyé à l'un des autres filons de sélénium, avec ordre, cette fois, de ramener à tout prix. Il est revenu au bout de 42 minutes. Je l'ai chronométré. Il n'a pas fini de s'excuser des salades qu'il nous a racontées. Il n'ose pas t'approcher, de peur de se faire enguirlander. »« Amène-le, » ordonna Powell. Ce n'était pas de sa faute. Peu après, il tendait la main et étreignit la patte métallique du robot. « Je ne t'en veux pas, Speedy. » Puis il se tourna vers Donovan. « Je pensais justement... Mike ? Oui ? Eh bien, il se passa la main sur le visage. L'air avait une fraîcheur délectable. Lorsqu'on aura tout remis en ordre et soumis Speedy à ses tests d'aptitude, on va nous envoyer sur les stations spatiales. Non. Si. Du moins c'est ce qu'on m'a raconté la vieille Calvin juste avant notre départ. Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas d'accord. Pas d'accord ? Mais... Je sais, j'ai changé d'avis. 273 degrés au-dessous de zéro. Un vrai paradis, hein ? Station spatiale, dit Donovan. Me voici.